l'exception tunisienne. Bienvenue dans Géopolitis, où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une grande personnalité, prix Nobel de la paix 2015. Madame Wided Bouchamaoui, honorée par l'Académie suédoise pour avoir dialogué et travaillé sans relâche à l'établissement de la démocratie dans son pays, la Tunisie. Après les révolutions du printemps 2011 qui ont vu les peuples du monde arabe se soulever contre leur gouvernement, la Tunisie fait en effet figure d'exception. Les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes sont désormais gravées dans le marbre de sa nouvelle constitution. La Tunisie a-t-elle pour autant réussi sa révolution là où les autres pays arabes ont terriblement échoué? Où en est-on 6 ans plus tard? Le bel édifice démocratique paraît à certains égards bien fragile. À cause de l'instabilité socio-économique, à cause du chômage qui frappe une jeunesse pourtant remarquablement éduquée, à cause de la menace islamiste présente à l'intérieur du pays, comme en Libye, ce grand voisin livré au chaos. Fragile aussi à cause de la corruption. À ce propos, le Premier ministre Youssef Chahed déclarait récemment qu'elle était un ennemi bien plus difficile à combattre que le terrorisme. De tout cela, nous allons parler avec notre invitée, prix Nobel de la paix, mais aussi femme d'affaires et d'influence. Vous allez voir. La fierté des Tunisiens dans les rues d'Oslo en décembre 2015. Le quartet pour le dialogue national reçoit le prix Nobel de la paix. Ils incarnent le renouveau dans leur pays. Houssina Bassi, représentant de l'Union générale tunisienne du travail, Mohamed Fadel Mahmoud de l'Ordre des avocats, Abdesattar Ben Moussa pour la Ligue tunisienne des droits de l'homme et Wided Bouchamaoui à la tête du patronat dans son pays. We are here because Tunisia shouted in one voice. We want freedom, we want dignity and we want jobs. En 2013, alors que la transition démocratique ne tient plus qu'à un fil, le quartet s'organise. Wided Bouchamaoui et le principal syndicat ouvrier inaugurent de nouvelles relations. Il est urgent de trouver un consensus pour éviter une guerre civile. Fille et petite-fille d'entrepreneurs, Wided Bouchamaoui fait ses premières armes dans l'entreprise familiale active dans le pétrole et l'industrie. Elle monte à son tour sa propre société dans les années 90. Femme tenace, elle entend mener la Tunisie vers une plus grande stabilité, avec en ligne de mire l'emploi, la lutte contre le terrorisme et bien sûr l'émancipation des femmes tunisiennes. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Géopolitis. C'est la première fois en presque 9 ans d'existence qu'on reçoit un prix Nobel, qui plus est un prix Nobel de la paix. Madame, comment se porte aujourd'hui la Tunisie? La Tunisie se porte bien. Elle est sur la bonne voie. Vous êtes optimiste? Bien sûr que je suis optimiste et je resterai toujours optimiste. Mais on l'a évoqué déjà au début de cette émission, il y a quand même des difficultés socio-économiques, le chômage notamment, qui frappe les jeunes. Que dites-vous à tous ces jeunes qui sortent diplômés mais qui ne trouvent pas d'emploi ou qui rêvent de partir à l'étranger, de s'exiler? Nous avons réussi un pari très important. Nous sommes un pays démocratique. Nous avons réussi une transition politique parfaite. Aujourd'hui, nous avons à réussir une transition économique. Tous, c'est notre devoir à tous de travailler beaucoup plus, d'investir beaucoup plus et de trouver le terrain pour accueillir des investisseurs étrangers. Je dirais à ces jeunes, il faut toujours être optimiste, il faut toujours avoir de la volonté et surtout, il faut croire en ce pays. Vous parliez des investisseurs étrangers. Est-ce que la confiance est revenue à l'étranger? Elle n'a jamais disparu. Les entreprises... Il y a quand même des investisseurs qui ont quitté le pays? Pas beaucoup. Nous avons 3300 entreprises étrangères qui sont restées en Tunisie. Quelques-unes sont parties pour des raisons et pour d'autres. Ce n'était pas uniquement à cause de la révolution, parce qu'elles ont trouvé leur compte en Tunisie. Elles sont fières d'être en Tunisie. Elles travaillent et elles gagnent de l'argent en Tunisie aussi. Il y a eu beaucoup de touristes qui ont visité la Tunisie, peut-être ceux qui nous écoutent. Beaucoup ne reviennent plus. C'est pourtant un secteur vital, évidemment, pour l'économie tunisienne, durement touché par les événements 2011, ensuite encore plus peut-être par les attentats de Tunis en 2015 et contre la station balnéaire d'El Kantaoui. Est-ce qu'on peut s'en relever? Malheureusement, oui. On a eu un coup dur.
Et en plus, c'était aussi principalement suite aux instructions de certains pays à leurs ressortissants de ne pas visiter la Tunisie. Bien que nous, Tunisiens, nous sommes un peu déçus parce qu'on voit qu'il y a eu des attentats un peu partout. Et ces pays-là n'ont pas interdit donc leurs ressortissants de visiter les pays qui ont été attaqués. Moi, je pense aujourd'hui le phénomène de terrorisme, il est un peu partout. On ne peut pas condamner, sanctionner un pays parce qu'il y a eu des actes. Au contraire, il faut renforcer sa présence dans ce pays pour dire que nous sommes contre le terrorisme. À côté de vous, il y a la Libye, c'est un grand pays, un grand voisin, où règne le chaos. Est-ce que la stabilité en Tunisie est possible dans un tel contexte ? Malheureusement, nous subissons tout seuls ce qui se passe en Libye. La situation, elle est inacceptable en Libye. Nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe en Libye, mais la Tunisie subit de plein fouet ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Moi, je pense qu'il y a un appel à la communauté internationale d'aider à trouver une solution pacifique dans ce pays, parce que de la stabilité et de la sécurité de ce pays va à notre sécurité. Bien sûr, nous, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, c'est notre partenaire aussi. On a intérêt à ce que la situation se stabilise là-bas, mais je pense qu'il y a aussi de l'intérêt des Libyens qui trouvent une solution par eux-mêmes. C'est important aussi qu'ils trouvent cette solution. Et le retour des djihadistes tunisiens qui se battent en Libye ou dans le Sahara, comment faut-il empoigner ce problème ? On parle de 4 à 5 000 combattants islamistes. Il y a 2900 personnes, ce qui a été dit. Identifiées. Oui, identifiées. Ces gens-là, ce sont des Tunisiens. On ne va pas dire le contraire. Il y a aussi des moyens pour essayer de les encadrer, d'essayer de les écouter, de voir comment les intégrer, s'ils seront prêts. Et sinon, il faut le condamner s'ils sont vraiment coupables. Votre Premier ministre a dit qu'un autre danger, encore plus grand que le terrorisme, menaçait la Tunisie. C'était la corruption. Vous êtes une femme d'affaires, je vous pose la question. Vous savez, dans tous les pays du monde, il y a ce phénomène de corruption. Dans un pays où l'État n'était pas fort, dans un pays où il y avait une révolution, un changement, dans un pays où notre voisin était et reste encore instable. C'est tout à fait normal qu'il y ait eu ce phénomène de corruption. Nous sommes en train tous de combattre ce phénomène. Je ne peux pas vous dire qu'on va l'éradiquer du jour au lendemain, mais nous sommes sur la bonne voie et on a intérêt à trouver une solution parce que nous voulons travailler dans un environnement transparent et démocratique. Je vous remercie. Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose un bref rappel en images des principaux jalons sur le cheminement de la Tunisie vers la démocratie. Et on se retrouve juste après. Dans une Tunisie minée par les inégalités sociales, le chômage et la répression politique éclatent les premières manifestations. Nous sommes en décembre 2010. Le suicide d'un vendeur de rue à qui les autorités ont confisqué sa marchandise marque le point de départ d'un soulèvement qui se répand dans tout le pays, ponctué par une grève générale. On en a plein le cul de lui, de ses conneries. On veut qu'il dégage, merde, qu'il dégage. Lâché par l'armée qui refuse d'intervenir contre la foule, le président Ben Ali s'enfuit le 14 janvier 2011 en Arabie Saoudite. Il aura gouverné le pays d'une main de fer durant 23 ans. Les semaines qui suivent mettent le pays au bord du chaos. La rue, les étudiants, les syndicats, les islamistes réclament un changement complet de l'appareil politique. Entre-temps, la révolte du printemps tunisien se propage en Égypte, en Syrie, en Jordanie, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, en Libye et jusqu'au Bahreïn et au Yémen. Le 23 octobre 2011, les élections à l'Assemblée constituante donnent une majorité relative au parti islamiste Ennahda qui obtient 37% des suffrages. Cette même Assemblée élit à la présidence Moncef Marzouki, militant des droits de l'homme et opposant politique historique à la dictature de Ben Ali. Un gouvernement de coalition regroupant islamistes, libéraux et forces de gauche est constitué pour sortir le pays du marasme. Mais la transition s'enlise, les partis politiques se déchirent, l'économie s'enfonce dans la crise. Les assassinats de 2 figures de l'opposition en février et juillet 2013 provoquent un nouveau choc. Le pays avance au bord de l'abîme, traversé par de nouvelles vagues de manifestations.
C'est alors que, sous l'impulsion des syndicats tunisiens, se constitue le quartet du dialogue national, ce fameux quartet qui se verra attribuer le prix Nobel de la paix. Depuis le 26 janvier 2014, une nouvelle constitution régit la Tunisie et son président, Kaïd Essebsi, est le premier issu d'une élection démocratique et transparente. Institutionnellement, un trait a été tiré sur 60 ans d'autoritarisme. C'est cela, l'exception tunisienne, un pays qui fait l'apprentissage difficile, incertain, de la démocratie. Durant tous ces événements, est-ce que vous avez douté, est-ce que vous vous êtes dit que la Tunisie, votre pays, pouvait sombrer dans le chaos ou retourner à la dictature? J'ai jamais imaginé parce que nous sommes un pays pacifique, on n'a jamais connu de guerre civile, nous sommes un peuple accueillant, un peuple tolérant, on n'est pas habitué à la guerre civile, on n'est pas habitué à l'utilisation des armes, donc pour nous, on a toujours cru que la Tunisie s'en sortira et la tête haute. Et même au sein du quartet de dialogue national, je crois que vous avez discuté quelque chose comme 1700 heures. C'est ça, oui. Est-ce que vous avez douté? Est-ce que c'était difficile quand même, ce dialogue? C'était pas difficile parce que vous savez, nous, 4 organisations de la société civile, nous avons cette sympathie, ce respect des gens, des Tunisiens. Nous avons des organisations historiques. Donc les gens ont cru en nous et nous avons cru en ce pays-là. Il fallait trouver une solution. Pour nous, c'était simple de trouver une solution, mais il fallait aussi faire venir les partis politiques. Il fallait que les politiques acceptent notre position et c'était le chemin le plus long, le plus difficile. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi en comparaison des autres États? Qu'est-ce qui fait cette spécificité tunisienne? La Tunisie a réussi parce qu'elle a tout d'abord une société civile impliquée, importante, présente. Elle a aussi des femmes émancipées, des femmes qui défendent et leurs acquis et leur présence. C'est un héritage de l'ère Bourguiba déjà. Certainement, hein? c'est grâce au leader Bourguiba qu'on a eu ce code de statut personnel qui est unique dans la région. Et ça a été renforcé par notre nouvelle constitution. Et puis aussi grâce à une jeunesse éduquée, une jeunesse ouverte. Ce sont les 3 éléments essentiels qui ont fait que la Tunisie a réussi ce processus. Et des structures aussi solides, je pense notamment à votre principal partenaire au sein du quartet, les syndicats. Bien sûr, nous aussi, parce que nous, le patronat, donc, nous avons fêté le 17 janvier dernier 70 ans d'existence, et le syndicat des travailleurs, donc, il a fêté 71 ans d'existence. Donc nous sommes on a presque le même âge, et cette collaboration, cette complicité, cette façon d'aimer le pays, ce qui nous a aidé à réussir ce processus de dialogue. Est-ce que vous diriez que le modèle tunisien de transition est exportable? Nous ne sommes pas là pour donner des leçons. Moi, je pense on peut l'adapter. Chaque pays a ses particularités, ses spécificités, mais on peut en tirer des leçons. Et je pense là, la solution a été simple. C'était le dialogue, le consensus. Si on a la bonne volonté, si on a l'envie, ça pourra réussir n'importe où. Ce sera ma dernière question. Déjà, qu'attendez-vous de la communauté internationale? Est-ce que vos principaux partenaires, je pense à la France, qui est le principal partenaire économique, culturel aussi, est-ce qu'ils vous ont apporté tout le soutien souhaité durant cette période de transition? La particularité de la révolution tunisienne, c'est qu'elle a été faite par des Tunisiens, uniquement par des Tunisiens. Et la solution aussi a été faite par des Tunisiens. Malheureusement, moi je le dis avec beaucoup d'amertume, on s'attendait à beaucoup plus. Moi, je pense que la communauté internationale n'a pas été au rendez-vous pour aider la Tunisie comme il fallait, parce que c'est un cas unique, c'est un cas qui a réussi et qui pourrait donner aussi plus d'espoir aux autres pour réussir. On a fait quelque chose d'extraordinaire. On a fait quelque chose d'extraordinaire et de spécifique à la Tunisie, mais qui sera aussi dans les prochaines années comme un exemple à méditer aussi. Merci madame, c'est un plaisir de vous recevoir et permettez-moi de vous souhaiter à vous et à votre pays la paix et la prospérité. Il ne faut pas oublier de venir visiter la Tunisie aussi. Je ne manquerai pas. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci. Et puis, quelques pistes rapidement pour prolonger cette émission. D'abord, le livre réalisé par le quartet, Le dialogue national en Tunisie, à l'enseigne de l'Association tunisienne d'études politiques. Les éditions Nirvana ont publié cet ouvrage en 2015.
Sur le malaise de la jeunesse tunisienne, désœuvrée, désabusée, parfois jusqu'au suicide, le reportage de nos amis de la RTS dans Tout un monde, le 3 janvier, à réécouter ou à podcaster. Enfin, sur YouTube, nous avons retrouvé le documentaire diffusé sur la chaîne Arte en 2015, La transition inachevée, pour nous rappeler que rien n'est jamais totalement acquis lorsqu'il s'agit des libertés et de la démocratie. C'est tout particulièrement vrai pour la Tunisie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Celles et ceux qui ont rendu possible cette émission vous remercient. Une très belle semaine à vous tous. À bientôt.